Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 6 octobre 2020. Jeff qui est là donc avec vous ce soir pour mettre la table dans cet avant-match alors que l'Impact affronte demain le Crew de Columbus, le plus puissant, je devrais dire, Crew de Columbus qui est bien installé donc au sommet du classement dans la conférence de l'Est avec 15 rencontres, aligne 31 points, donc égalité avec Toronto, mais un différentiel de plus 15 en cette saison très peu commune de la MLS. Alors, ils sont là, ils sont dominants, ils sont bons, mais je crois tout de même que l'Impact de Montréal sera en mesure demain de tirer son épingle du jeu et d'aller chercher un résultat positif face au Crew de Columbus. Et je vais prendre les 30 prochaines minutes pour vous expliquer en détail pourquoi l'Impact de Montréal va gagner ce match-là. On va commencer, si vous le voulez bien, par aller faire un petit tour du côté de l'infirmerie, voir exactement qu'est-ce qu'il en résulte. Mauvaise nouvelle pour Choinière qui devra être opéré au pied droit. La direction de l'Impact de Montréal a annoncé aujourd'hui officiellement la fin de la saison donc pour Mathieu Choinière. Triste saison donc dans son cas. Et j'espère que cette opération saura le ramener et qu'on aura encore du bon soccer à voir du côté de Mathieu Choinière, mais force est d'admettre que avec les circonstances actuelles, il ne sera pas disponible pour donner un coup de main à l'Impact de Montréal. Romel Quioto ne devrait pas non plus être présent pour cette rencontre-là demain soir. Face au Crew de Columbus. Donc, c'est pas encore tout à fait revenu dans son cas. On sait qu'il avait subi une blessure. Saphir Taider, retour possible dans la formation et ça, c'est encourageant. On sait que Saphir Taider est un leader important. On sait que Saphir Taider amène une certaine sécurité et une transition importante au sein de cette formation-là, s'il est là, ne devrait pas jouer les 90 minutes de jeu, on s'entend, revient donc d'une blessure. Mason Toye, il reste du travail à faire sur sa game shape, donc n'est pas tout à fait au niveau selon Thierry Henry. Faut dire que le joueur n'a pas eu énormément de minutes de jeu du côté de Minnesota United, donc ça va y prendre un peu d'adaptation, mais on pourrait le voir fouler le terrain. Donc, pour ses premières touches de balle avec le bleu, blanc, noir, Mason Toye arborera le dossard numéro 13 avec l'Impact de Montréal. Balou sera habillé, doit revenir sur le plan physique lui aussi, donc un retour de blessure. Aura bien sûr un peu de travail à faire sur sa condition physique, mais ce qui est encourageant, c'est que Thierry Henry a tenu des propos sans dire élogieux à l'endroit de Balou Tabla, mais je pense qu'il a réitéré un peu sa confiance en le jeune joueur en disant que il avait la capacité, le vouloir et la possibilité de débalancer complètement l'adversaire et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça peut justifier du temps de jeu pour Balou. Il y a également des bons mots et là, je quitte l'infirmerie, mais dans les retours, il y aura bien sûr Binks qui revient de son carton rouge. Et Clément Baillat qui laisse bonne impression auprès de Thierry Henry. Ça sera difficile
au dire de l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, de le retirer du jeu, puisque il est en train de gagner ses galons, Clément Bahia, et de démontrer donc à la direction du bleu, blanc, noir qu'il mérite les minutes de jeu qu'il obtient. Donc, ça va être difficile. On va revenir tantôt sur le 11 probable de l'Impact de Montréal, et vous le savez que Thierry Henry a cette capacité-là à tout nous mêler et nous offrir des 11 que personne n'avait vu venir. Donc, on va essayer de s'en parler tantôt, mais faudra regarder tout ça. Mais là, je veux qu'on s'arrête à savoir si l'Impact a une chance ou non de gagner cette rencontre-là. Demain, on va regarder dans un premier temps le Crew de Columbus. OK? Comment est-ce qu'ils vont, le Crew de Columbus, dans les 5 derniers départs? Parce que oui, ils sont premiers, mais ça n'a pas toujours été facile pour le Crew de Columbus face à l'Impact de Montréal. Le Crew de Columbus a 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite dans les 5 derniers départs. Donc, dans les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 2. Une défaite dans les 3 derniers matchs pour l'Impact de Montréal face au Crew. Donc, quand on regarde le duel, le face-à-face entre l'Impact et le Crew de Columbus, dans les 3 derniers matchs, on a une seule défaite aux mains du Crew, alors qu'on s'incline 2-1. Je vous ramène le 20 juillet 2019. On s'incline 2-1 face au Crew de Columbus. Et pour nous battre, Bakary Sagna avait pris un carton rouge à la 55e minute de jeu. Donc, on s'était défendu là, à 10 contre 11 dans cette rencontre-là. Et le Crew avait réussi à prendre la mesure de l'Impact. Mais sinon, l'Impact a blanchi le Crew de Columbus à 2 des 3 derniers affrontements entre les 2 formations. Donc, on a une victoire de 1-0 et une victoire de 3-0 dans les 3 derniers matchs. On a une défaite donc de 2-1, comme je vous disais, alors que Bakary Sagna avait obtenu un carton rouge à la 55e minute de jeu. Là, je veux revenir sur cette fameuse rotation où on parlait, parce qu'on va regarder les forces en présence et c'est quoi le schéma que pourrait emprunter demain le Crew de Columbus. Et on va en profiter pour se parler de rotation parce que moi, ce que je disais, c'est que si on fait une rotation au sein de l'Impact, j'ai pas de problème. Puis il y a beaucoup de matchs en peu de temps dans le calendrier MLS présentement parce que on rentre dans le stretch pour les séries d'après-saison. On veut compléter cette saison-là avec le plus de matchs possible à son calendrier. Mais si je regarde les 3 éléments clés que possède le Crew de Columbus, c'est sans aucun doute, et je pense pas qu'il y en a beaucoup qui pourraient m'astiner là-dessus, mais si vous voulez le faire, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, je vais prendre vos commentaires tout au long du podcast. Santos, Zardes et Zelerayan sont sans aucun doute les 3 forces en puissance chez le Crew de Columbus présentement. Le Crew qui évolue normalement en 4-2-3-1. C'est ce qu'on devrait voir comme formation. Par contre, le Crew de Columbus a essayé un 4-4-2 lors de la dernière rencontre qu'ils ont joué et c'est dans cette rencontre-là donc que 2 blessés majeurs quand même au sein de la formation du Crew est arrivé. Bloom devant le filet et Zelerayan, un des éléments clés. Mais je voulais qu'on se parle de rotation, alors je prends quelques minutes. Santos, Zardes, Zelerayan sont les 3 éléments clés que possède le Crew de Columbus pour réussir à être premier dans la conférence de l'Est avec un différentiel de plus 15. On ne se le cachera pas, ça passe énormément par ces 3 joueurs-là. C'est les éléments clés, la force de frappe du Crew de Columbus. Si on me demande, Jeff, c'est quoi le Crew de Columbus? C'est Santos, Zardes, Zelerayan. Ça passe par là. On pourrait rajouter Diaz.
Mais clairement, là, les 3 éléments principaux sont là. Et on parle de fatigue chez l'Impact. On dit chez les fans, chez les observateurs, hey, il serait temps que Thierry Henry fasse des rotations, boost chez les joueurs. Et moi, ce que je vous disais, c'est que si tu veux le faire, tu peux pas débalancer ton équipe. Tu peux pas déséquilibrer ton équipe. Et tu peux pas dire je laisse tout ça là, tout en plan, et on donne des minutes de temps à nos jeunes. Santos, Zardes, Zelerayan ont joué le 3 octobre, ont joué le 27, ont joué le 23, ont joué le 19. Ça, c'est les 4 derniers matchs, là. Ces 3 joueurs-là ont participé à la rencontre. Ils n'ont peut-être pas tous joué 90 minutes de jeu. Ils ont tous joué. Quand je vous dis que la rotation, oui, mais on peut pas que faire confiance à des jeunes. On peut pas que dire on envoie les jeunes, développez-vous, amusez-vous. C'est pas comme ça qu'on peut gérer une formation. Le Crew de Columbus nous le démontre bien. Son premier dans l'Est. Il doit faire une coupe d'affaires de bien. S'ils ont un différentiel de plus 15, ils doivent avoir quelques éléments productifs, mais ces éléments-là, quand je vois qu'ils ont joué le 3 octobre dernier, le 27 septembre, le 23 septembre, le 19 septembre, le 12 septembre, je suis obligé de vous dire qu'ils ont été présents à pas mal toutes les rencontres. Et si je vais voir Diaz, que je vous disais, je vais aller voir les statistiques de Diaz, puisque je vous dis que c'est quand même un des éléments qui est important au sein du Crew de Columbus. Je vais aller voir pour Columbus effectif Luis Diaz. Je vais voir ses matchs. Il a été présent le 3, le 27, le 23, le 19, le 12, lui également. Donc, voyez-vous, on exploite les meilleures ressources de chaque formation dans chacune des équipes. Donc, quand on parle de rotation puis qu'il faut reposer l'effectif, faut faire quand même attention et présenter une équipe qui se tient debout. Et moi, c'était ça mon point. C'était de dire qu'est-ce que l'Impact peut faire pour demeurer dans le coup, demeurer compétitif et quand même faire une certaine rotation. Et c'est ce que le Crew a fait, exactement un peu la même décision que Thierry Henry. Eli Room blessé, Zelerayan blessé pour la rencontre de demain. On s'en va, on se transporte devant le filet. Matt Thompson a pris un départ cette saison pour le Crew de Columbus, a accordé 4 buts. Ça m'étonnerait qu'il soit donc le gardien titularisé. Andrew Tarbell, en 5 matchs, a joué 5 matchs cette saison, a été titulaire à 4 reprises. Donc, d'après moi, c'est Tarbell qui sera devant la cage du Crew de Columbus demain. Le Crew qui devrait évoluer en 4-2-3-1 pour cette rencontre-là. Et si je regarde le dernier match où on compte sur l'absence de Zelerayan, de l'alignement de départ, de la titularisation du Crew de Columbus, on a utilisé donc un 4-2-3-1, Valenzuela, William, Mensah à full en défensive, Arthur Alacha au milieu défensif, Étienne Santos et Diaz avec Zardes en haut complètement. Donc moi, c'est le schéma que je m'attends à voir demain du côté du Crew de Columbus. Je pense qu'on va y aller comme ça. Je suis pas certain que le 4-2-3-1, le 4-4-2 de la dernière rencontre du Crew de Columbus, si je vais voir, c'était face au FC Dallas, ça a donné un verdict nul. De 2-2. Et tu sais, il faudra regarder parce que le Crew de Columbus, au-delà, tantôt, je vous parlais de rotation, je vous parlais que c'était difficile et qu'on pouvait pas nécessairement
vider la formation de l'Impact de Montréal pour assurer une rotation. Je veux vous rappeler que si je regarde le dernier match, la moyenne d'âge des joueurs du Crew de Columbus sur le terrain était de 28,8 ans. Donc ça, c'est beaucoup plus vieux que l'Impact de Montréal. Et souvent, on dit, Jeff, les Crews sont solides, sont forts, sont dominants, mais quand on regarde les effectifs, on a Zardes à 29 ans, on a Nemeth, 31 ans, il y a quand même Zelrayan, 28 ans, Santos, 32. Bref, il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus âgés que chez l'Impact. Afoul, en latéral droit, 34 ans. C'est une formation qui n'est pas si jeune que ça, le Crew de Columbus. Donc, il faudra reconstruire un peu éventuellement là-bas chez le Crew si on veut se garder au sommet. L'Impact, elle est dans cette construction-là d'avoir une formation et elle est jeune, l'Impact de Montréal, quand on regarde son effectif, mis à part peut-être Rod Fanny. Donc, on pourra jouer tranquillement, pas vite, à qu'est-ce que sera le 11 probable de l'Impact de Montréal si on veut battre le Crew de Columbus. Et sincèrement, je commence à croire que Thierry Henry va commencer à adopter ces trois axiaux. Donc, on devrait jouer en 3-4-3. Chez l'Impact de Montréal, ça semble vouloir se diriger comme ça. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on aille un Raitala, Fanny et Binks en défensive avec Zachary Broguillard et bien sûr Corrales, es-tu de retour? J'ai pas de nouvelles sur Corrales, comment qui se développe. Mais je pense qu'on va y aller donc comme ça. Raitala devrait être dans le couloir gauche finalement. Excusez-moi. Et on devrait avoir Camacho, Binks et Fanny dans les défenseurs axiaux. Piet, Wanyama, Boyan, je pense que c'est clair que ça va ressembler à ça en haut. Est-ce qu'on va avoir Maciel sur le terrain? Est-ce qu'on va avoir un Taider disponible pour cette rencontre-là? C'est dur à dire. Donc, il est dur à faire le 11 de l'Impact de Montréal. On sait que Kyoto ne sera pas en haut. Est-ce qu'on va y aller avec Balou? Est-ce qu'on va y aller avec le nouveau venu chez l'Impact de Montréal, Mason Toye? Mais clairement, on s'attendait chez Thierry Henry à ce que ces deux joueurs-là aient besoin d'un peu de game shape avant de retrouver de l'action pour 90 minutes de jeu. Donc, c'est difficile à ce moment-ci de vous dire quel sera exactement le 11 de départ de l'Impact de Montréal. Mais on commence à avoir de la profondeur sous ce terrain-là, tranquillement, pas vite, avec le retour des effectifs. On commence à avoir des solutions en haut, et ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans les derniers matchs, il y en a plusieurs qui ont reproché à Thierry Henry de ne pas avoir utilisé ces changements, de ne pas avoir utilisé ces 5 changements, mais soyons francs, quand tu as 3 gardiens de but sur ton line-up, quand tu n'es pas en mesure d'aligner 20 joueurs, quand tu regardes ton banc, à un moment donné, les options sont plutôt limitées. Donc là, tranquillement, pas vite, avec le retour des effectifs, on va avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la profondeur. Et là, on pourra parler de rotation. Là, le temps sera venu de dire, OK, est-ce que Thierry Henry doit opter pour une rotation? Et c'était là mon problème quand je vous disais, on peut pas, du côté de Thierry Henry, y aller avec une rotation. Faut comprendre une chose, c'est que si, par exemple, on sort Kyoto
pour Kyoto qui ne devrait pas être là demain, mais je vous donne un exemple. On sort Kyoto parce qu'on veut voir Mason Toy en action. J'ai aucun problème. Si en bas de Mason Toy, on a Boyan, on a Taider, on a Piet, on y a Wanyama, on a... Comprenez-vous? J'ai pas de problème à voir ça. Mais si on a Mason Toy et qu'on veut l'évaluer, qu'on veut voir s'il est prêt à percer l'alignement de départ du 11 montréalais, du bleu, blanc, noir, et qu'en dessous de lui, on se retrouve avec Sedic, on se retrouve avec Chaume, on se retrouve avec Lassie Lapalainen, et si je descends, comprenez-vous, on met Waterman, on met Yao, ça se tient pas debout, parce que je pourrais pas évaluer le travail de Mason Toy si l'alignement derrière lui se tient pas debout. Donc, quand on parle de rotation, faut qu'il y ait une structure quand même au sein de l'Impact. Faut que l'Impact demeure solide. Qu'on gagne, qu'on perde, à un moment donné, tu peux pas tout sacrifier. Ce sera le même 11 que samedi dernier. Ça, c'est le commentaire de Mathieu qui nous provient de la plateforme YouTube, et je vous invite bien sûr à faire comme Mathieu et venir nous discuter avec nous. Face au Fire de Chicago, si on regarde la composition de l'Impact de Montréal, où on se ramasse avec un 5-3-2, on peut-tu le dire comme ça, ou un 3-5-2, ou tu sais, il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais Shamit Chaume sur le couloir gauche, moi je pense que c'est quelque chose de possible, avec Raitala, Fanny, Camacho et Broguillard. Donc Binks sera de retour. Mathieu qui vient de me le dire, donc j'ai oublié Binks, il remplace qui. Je suis obligé de te dire que Rod Fanny, défensivement, lors du match de samedi dernier, est le joueur qui a le mieux fait. Et je l'ai identifié comme étant le joueur du match, à mon sens, à moi, dans cet affrontement face au Fire de Chicago. Je crois que Rod Fanny a contribué énormément à ce match nul de 2-2. Alors, j'aurais de la misère à retirer Rod Fanny. Donc, soit qu'on enlève Chaume pour ramener Raitala sur la gauche et mettre Rudy, Camacho, Fanny dans l'axe. Moi, je pense que ça serait quelque chose de possible. Ou encore, on enlève tout simplement Raitala pour cette rencontre-là. On met Samuel Piet à titre de capitaine. Et on y va avec Shamit Chaume au centre. Au milieu de terrain, je devrais dire, on devrait voir Piet, Wanyama, Lassie, Lapalainen. Moi, là-dessus, je vois pas de changement. Je pense que Lassie est en train de bien faire. Urruti, Boyan en haut. J'ai de la misère avec Urruti, mais j'aimerais mieux voir un Balou. J'aimerais mieux voir un Mason Toy. Et quand je vous parle de rotation, c'est exactement ça, gang. Voyez-vous, Maxi, Urruti, je veux le tasser, je veux essayer Mason Toy. Je veux essayer Balou, qui seront les deux disponibles pour cette rencontre-là. J'ai pas de problème à les faire évoluer avec Samuel Piet, avec Wanyama, avec Boyan et Lassie. Là, c'est logique. Là, je suis capable d'évaluer est-ce que Mason Toy est en mesure de percer l'alignement de l'Impact de Montréal, et là, on va le voir. Je poursuis un commentaire via Facebook. Lily qui nous dit « Hey, bonsoir Lily, c'est le fun d'avoir des filles qui participent à ce podcast-là. » Avec le retour de Taider, je crois que l'on pourrait voir Piet retourner dans une position plus excentrique, car au milieu, il va y avoir Boyan, Taider et Wanyama. C'est pas fou. Je pense que Piet pourrait reprendre une place un petit peu plus bas, mais pour ça, il faudrait changer un peu le format tactique, le schéma tactique de l'Impact de Montréal pour venir en 4-2-3-1
Et je crois qu'éventuellement, l'Impact n'aura pas le choix de finir ce schéma tactique-là, avec un 2 parce que, qu'on le veuille ou non, lorsque Kyoto sera là en santé, lorsqu'on aura Balou, lorsqu'on aura Mason Toy, lorsqu'on aura Orji Okonkwo en santé, lorsqu'on aura Anthony Jackson-Hamel en santé, tout ça ensemble, on n'aura presque pas le choix d'évoluer avec un 2 en haut. Donc, est-ce qu'on va y aller d'un 4-4-2 ou un 4-2-3-1? C'est difficile à dire, mais Samuel Piette pourrait effectivement recevoir un rôle un petit peu plus dans l'axe. Donc, on avait vu un 4-2-3-1 qui faisait du sens également lors des dernières séances. Je pense que l'Impact, tranquillement pas vite, aura la formation pour s'aligner de cette façon-là. Moi, je verrais bien un Sam Piette et un Wanyama, donc dans un 4-2-3-1. Et bien sûr, là, on pourrait y aller avec Boyan Taider et on va avoir Lassie, on va avoir plusieurs options avec entre autres Balou, avec Orji, avec... Bref, faudra évaluer tout ça le moment venu. Mais pour demain, je pense qu'on va y aller avec un 5-3-2. Ça m'étonnerait qu'on voit Taider de retour demain. Ça s'en vient, Lily. Fais-toi-en pas, sois patiente. Mais je penserais pas que demain, on voit Taider pour 90 minutes de jeu. Je pense vraiment que c'est à partir de maintenant que l'on peut observer le travail des hauts dirigeants et du staff. Pratiquement tous les postes sont maintenant doublés avec de la qualité, sans parler des jeunes qui arrivent de l'académie. Ce n'est d'autres, ça, nouveaux arrivants. Faut pas les oublier, eux autres, dans l'équation, hein, parce que là, je vous parle des joueurs qui sont disponibles, mais il y a Giraldo et Ferdinand également qui arrivent. Il y a Mustapha Kiza qui s'en vient, et c'est là que, soudainement, l'Impact retrouve un peu ce sens-là, et tu sais, on a souvent dit que l'Impact est un club vide, mais ce qui manque, c'est un finish. C'est ça qui manque à l'Impact. Et je pense qu'avec Boyan, avec Balou, en avant, avec Mason Toy, faudra voir là qu'est-ce que on peut tirer de tous ces gens-là. Présentement, Boyan est dans une bonne passe. On va voir comment Balou, qui semble avoir l'appui de son entraîneur-chef, va s'en sortir. Comment Mason Toy va également travailler sur le terrain. Mais avec un Mustapha Kiza qui s'en vient, qui va être capable de rentrer dans l'axe également et de jouer beaucoup plus haut. Il faudra voir le rôle que Thierry va lui confier, mais on le sait qu'il va être capable de faire le travail. Mais là, avec un Zachary Broguillard qui est très, très haut sur le terrain, on demandait à Raitala de demeurer plus bas. Mais là, avec Mustapha Kiza, on change un peu la donne. Donc, il faudra voir là, quel schéma on va adopter rendu là. Et ça, je pense que c'est dans le cours de Thierry Henry. Nous autres, on va se contenter de l'analyser ici et de vous livrer les infos. Mais effectivement, je pense qu'à partir de maintenant, c'est là qu'on peut observer le travail qui a été fait. Puis souvent, on s'est dit, hey, c'est long l'impact, c'est long, puis ça fait 3 ans qu'on attend. Puis je vous disais, soyez patient. Mais ça s'en vient. On voit qu'on commence à récolter le fruit de ces 12 matchs-là. Il y en a plein qui, après 4 matchs, après 5 matchs, étaient prêts à tout foutre aux poubelles puis dire, regarde, saison de chenoute, à oublier, on tire ça aux poubelles, on fait jouer les jeunes, faites des rotations, laissez tout le monde jouer où ce qu'ils veulent. On peut pas gérer ça de même. Et là, on commence à prendre conscience de ce qui s'en vient. On a les contrats qui finissent bientôt de Maxi Urruti. On a les contrats de Camacho qui tirent à leur fin. On a les contrats de plusieurs gros joueurs donc qui vont prendre fin. Boyan, il faudra voir qu'est-ce qu'on va faire dans son cas. Est-ce qu'on applique l'année d'option ou pas? Mais là, l'Impact a le beau rôle, le beau jeu pour aller chercher ce joueur d'impact
qu'on attend depuis longtemps avec le 11 montréalais. Comprenez-vous? Là, on va avoir une structure et une profondeur sur le terrain que l'Impact de Montréal n'a jamais eu dans le passé. Avec des doublons, comme Lily le disait, avec des jeunes qui poussent, qui s'en viennent. On a des Mustapha Kiza, on a des Ferdinand, on a des Giraldo. Bref, on a du monde qui s'en viennent. Kyoto, qui est devenu le principal marqueur. Bref, on s'en vient avec quelque chose. Mathieu qui nous dit, bon commentaire de Lily, je partage cet avis. On a Orji Okwanko qui est là, qui est en haut. Bref, là, si l'Impact veut dérouler une coupe de puzzles et dire, on va chercher ce joueur-là là, qui nous manque, qui nous coûte un peu plus cher, que faut investir dessus, ben l'Impact, pour la première fois, va être rendu à cette étape-là. Pour la première fois, l'Impact va être bien placé pour faire un move stratégique. Et là, la prochaine décision importante de l'Impact va être la charnière centrale. Qu'est-ce qu'on fait avec Camacho? Et, tu sais, on se le cachera pas, là. On regarde, là, la charnière centrale. On a Binks, on sait qu'il va s'en aller. On a Fanny. Ses meilleures années sont passées. On a Camacho, on est plus ou moins rassuré, mais je pense que malgré son comportement et les mauvaises sorties des dernières semaines, c'est l'élément clé, un des éléments clés présentement de défensive centrale. Donc, il faudra voir, est-ce que Waterman et Yao pourront prendre cette relève-là lorsque tout ça sera parti? Sinon, c'est là-dessus qu'il faut commencer à travailler, là. On sait que le reste, là, ça va se tenir debout. Donc, on a 2 champs d'action pour Olivier Renard. C'est d'aller chercher cette pépite-là qui va nous compter des buts et de régler un problème à venir, mais on a du temps devant nous. Ce que l'Impact a souvent pas eu dans le passé. L'Impact a souvent mis des plasters sur le bobo. Donc, on a besoin vite. On prend ce qui passe, mais tranquillement, pas vite, on va être en mesure de là, prendre le temps et rechercher ça. On est le 6 octobre, la fenêtre des transactions se termine le 29 octobre dans la MLS pour les transactions intra-équipe. Est-ce que on a la chance de bouger certains éléments et d'aller chercher ces petits ajustements-là qui pourraient nous manquer en fin de saison pour connaître une belle fin de saison? Je ne sais pas. Ce que moi, je vous dis, c'est que demain soir, il y a un match. Demain soir, l'Impact affronte le Crew de Columbus. Et demain soir est un match important qui pourrait marquer une relance importante dans la saison de l'Impact de Montréal, qui pourrait être un tournant clé de cette saison-là et démontrer que l'Impact s'en va réellement dans le bon sens. J'y vais, je me lance. Victoire de 2-1 de l'Impact de Montréal demain. Boyan et Samuel Piette seront les marqueurs. Alors que Zelerayan est absent, alors que c'est le gardien numéro 2 qui goal, mais j'aimerais ça, voir un but de Mason Toye, voir un but de Balou. Ça serait la cerise sur le Sunday. Donc, victoire 2-1 de l'Impact, mais on va prendre du gravy. Donc, s'ils veulent y aller à 3-1, 4-1, fine, je les laisse aller. Je vous remercie d'être là. On se retrouve demain pour le débrief, donc tout de suite après la rencontre de l'Impact de Montréal pour l'analyse à chaud de cette rencontre-là. Bon match tout le monde. À demain.